Bonjour, donc, encore une fois, merci à vous d'être présents ce soir, d'être venus sur place au sein de l'IRIS. Ça nous fait vraiment très plaisir de vous accueillir. Merci à tous ceux également qui se sont inscrits pour assister à cette conférence par Internet, en visioconférence. Vous avez été très nombreux justement à vous inscrire, donc c'est vraiment une belle reconnaissance également pour le sujet, et puis surtout pour tous les intervenants que nous avons ici ce soir. Justement, nous avons le plaisir donc d'accueillir Pascal Boniface, directeur et fondateur de l'IRIS, directeur des publications de référence comme l'année stratégique, la revue internationale et stratégique de l'IRIS, avec très nombreux ouvrages publiés en matière de géopolitique sur de très nombreux domaines, justement. Tout de suite à ma gauche, nous avons également le plaisir d'accueillir, je suis très heureuse de l'avoir parmi nous, Céline Maranger, chercheur spécialisé sur la Russie. Vous êtes docteur en sciences politiques justement de l'IEP de Paris. Vous avez été également chercheur à Fox International Fellow à l'université de Yale. Vous avez enseigné également dans de nombreuses institutions, Harvard, l'INALCO, Sciences Po, et vous publiez également régulièrement de nombreux ouvrages que vous pouvez retrouver comme La guerre de l'information à l'ère numérique, PUF 2021, où vous êtes co-directrice, ou encore, pour le sujet de ce soir, French and German Approaches to Russia, publié en 2021 sous Chatham House, Chatham House, pardon. Et évidemment, ce soir, nous avons également Jean de Glignasti avec nous. Jean de Glignasti, vous êtes directeur de la recherche à l'IRIS. Vous avez été ambassadeur de France en Russie, également au Brésil, au Sénégal. Vous avez une carrière diplomatique extrêmement riche et vous avez publié tout récemment, tout dernièrement, donc en avril, votre ouvrage La Russie, un nouvel échiquier, de la nostalgie de l'Empire à la guerre en Ukraine, Vladimir Poutine applique-t-il la stratégie du fou? D'ailleurs, cet ouvrage est disponible, comme vous le voyez tous, aux éditions Erol. Et l'objet de cet essai est précisément le sujet de cette conférence, puisqu'il a pour but de donner des clés de lecture pour analyser la politique et la stratégie russe en couvrant à la fois les aspects historiques, économiques, militaires et sociétaux, par exemple, en apportant à chaque chapitre justement une profondeur historique, un retour en arrière extrêmement utile pour tenter de comprendre la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Sans plus tarder, et pour vraiment pas prendre plus de temps sur les interventions, nous aurons donc 3 interventions pour démarrer, de à peu près au total 45 minutes, donc 3 fois 15 minutes, et 45 minutes d'échange avec vous pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas, voilà, à les préparer. Nous serons vraiment très heureux d'y répondre et d'avoir cet échange, ce débat ensemble. Jean de Glignassi, est-ce que vous pouvez, pour commencer et briser la glace, commencer à nous présenter un petit peu la genèse de cet ouvrage qui a eu lieu dans des conditions bien particulières? Alors, bonjour à tous, merci d'être là. En fait, cet ouvrage a été conçu, imaginé avant l'invasion de l'Ukraine. Et à l'époque, il faut dire qu'il avait un peu l'intention sous-jacente, c'était de dire que finalement la Russie se portait pas si mal, pour dire les choses. Ça apparaît en filigrane encore un peu, mais et pourquoi? Parce qu'effectivement, elle avait une économie qui croissait tant bien que mal. Elle était en train tout doucement de s'abstraire de la dépendance tout doucement hein, des hydrocarbures. Elle avait un secteur des nouvelles technologies de l'information qui se développait bien. Et il y avait bien sûr des grands équilibres parfaitement sains, en tout cas si on compare à la France, équilibre de balance des paiements, équilibre commercial, même excédent commercial. Elle avait développé son agriculture, elle avait contourné les sanctions hein, via Israël et via tout ça. Et donc le bilan se terminait par un grand point d'interrogation qui était l'Ukraine. Et le livre était aux 3/4 terminé quand il y a eu l'invasion de l'Ukraine. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'avais finalement assez peu de choses à changer. Parce que quand vous regardez les titres du livre, Flux et reflux, la nostalgie de l'Empire, eh ben, en fait, on voit bien que l'invasion de l'Ukraine s'inscrit un peu dans le fil de l'histoire russe. Et donc, finalement, j'ai changé très peu de choses. Le chapitre Ukraine, bien sûr, qui n'était d'ailleurs pas complètement rédigé. Et donc, finalement, pour résumer, et c'est un peu ce que je dirais encore tout à l'heure, la Russie avait beaucoup d'atouts
et elle les a sacrifiés par une bêtise stratégique majeure. Merci beaucoup pour cette introduction et ce démarrage. Précisément, à travers cet ouvrage, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu les 3 idées clés qui vous semblent vraiment marquantes à retirer de la lecture de votre dernier livre? Ouais, c'est pour toi. Donc, la première idée, disons, ça serait la continuité historique. Je crois qu'il y a peu de pays au monde qui peuvent faire état d'une continuité dans l'histoire et dans les perceptions de sa propre histoire, parce que c'est presque plus important que l'histoire elle-même, que la Russie. Et évidemment, l'aboutissement, disons, d'une certaine façon, c'est l'invasion de l'Ukraine. Donc, il y a une espèce de cohérence, parfois maléfique, parfois bénéfique, dans l'histoire russe, qui conduit à ce type de choses. La deuxième remarque, c'est que ça englobe peut-être le rôle de l'État et d'un État autoritaire. La Russie a fait très peu d'expériences, pour ne pas dire aucune, de démocratie. Il y a eu l'expérience des Doumas entre 1905 et 1917, qui a été mouvementée, et d'ailleurs qui s'est terminée par une reprise en main de Nicolas II bien avant la Révolution. Il y a eu un peu avant peut-être le coup d'État décembriste qui a raté. Et puis, la seule vraie expérience démocratique, c'est l'expérience Yeltsin, et qui a laissé un affreux souvenir à tous les Russes. Parce que c'est le souvenir de la corruption, de la violence dans les rues, de l'absence totale d'état de droit. Et donc, la démocratie n'est pas forcément attachée à quelque chose de positif dans l'esprit des Russes. Et ça, c'est très important de comprendre ça. Et de comprendre, du coup, ce rôle de l'État, qui est l'État. On a un peu ça en France aussi, d'ailleurs, un État qui supposait être plus honnête que les autres et qui redistribue les biens avec un semblant, qui assure des services sociaux, et qui surtout assure le rayonnement et la puissance de la Russie. Donc cette constance de l'État, mais d'un État autoritaire, c'est la deuxième idée. Et la troisième idée, je l'ai un peu exprimée à présent, c'est la catastrophe au sens premier du terme que représente cette invasion de l'Ukraine. C'est la fin de toute une période de la Russie. C'est la Russie qui commençait à se rapprocher de l'Occident avec des difficultés. Disons, la rupture n'a pas été la première guerre d'Ukraine, hein, c'est l'invasion vraiment. Et qui fait que la Russie se trouve dans une espèce de no man's land. Elle n'a pas encore d'alliance, elle ne s'est pas encore tournée vers l'Asie. Elle est encore liée par ces liens qui se coupent les uns après les autres avec l'Europe. Son arrière-fond culturel, civilisationnel, qui est l'Europe, bien sûr, est en train de s'affadir. C'est une catastrophe ce qui se passe pour la Russie. Et c'est aussi un changement historique parce qu'il va y avoir un nouvel équilibre des puissances et une nouvelle architecture de sécurité mondiale qui va naître de cela. Et ce ne sera pas pour le meilleur, ni de la Russie, ni d'ailleurs du reste de l'Europe. Merci beaucoup pour... merci beaucoup pour ces éléments. J'en profite puisque nous avons encore un petit peu de temps sur ce premier quart d'heure avec vous, Jean, de l'Inasti, pour enchaîner avec une question. J'étais assez intéressé en lisant votre ouvrage qui vise encore une fois à donner les clés de lecture. Et j'aimerais revenir sur une en particulier. Vous mettez en avant dans l'introduction un sentiment de vulnérabilité stratégique des dirigeants russes nés de la conscience donc, du décalage entre l'immensité territoriale du pays et les limites de ses capacités, qu'elles soient économiques, militaires et maintenant donc démographiques. Dans quelle mesure est-ce que ce sentiment de vulnérabilité explique, selon vous, la stratégie de puissance et le caractère offensif de la politique russe actuelle? Alors, stratégie de puissance, oui. L'invasion de l'Ukraine, c'est un des éléments. Mais il y a d'autres choses. Il y a des éléments historiques, psychologiques, etc. Mais effectivement, le sentiment de vulnérabilité, bien sûr. Tout le monde se souvient, je ne cite pas dans mon livre parce qu'on me cite partout, mais la phrase d'Alexandre III, tsar de Russie, à Poigne, qui disait « La Russie n'a que 2 alliés, son armée et sa marine ». Et donc, effectivement, comme tu le disais, c'est une plaine, ça a été flué les pulsations de l'histoire avec des invasions polonaises, françaises, allemandes à 2 reprises. Et ce sentiment de vulnérabilité, il est constant. Et même
au moment où se posait la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, avant l'invasion, on pourra peut-être revenir là-dessus, il fallait quand même voir objectivement que les États-Unis étaient 12 fois le budget militaire de la Russie, d'après le CIPRI de Stockholm, dont la neutralité n'est pas mise en cause, et le budget militaire de la Russie était 1/20 du budget de l'OTAN, à peu près. Ça va faire en tout cas 1/20 maintenant avec la Suède et la Finlande. Donc, sentiment obsidional, sans aucun doute, sentiment de vulnérabilité, sans aucun doute. Ça a été un des éléments qui explique cette énorme bêtise, mais c'est une constante dans l'histoire russe. Céline Arranger, je vais me tourner vers vous maintenant. Est-ce que vous pourriez nous partager votre analyse, votre point de vue justement sur une ou plusieurs idées de cet ouvrage qui ont commencé, que Jean de Lignacci a commencé à présenter? Vous m'entendez bien? Oui, je vous remercie de l'invitation. Vous m'entendez ou pas? Non? Comme ça? Oui. Vous m'entendez maintenant? Oui, c'est mieux. Donc, je vous remercie de l'invitation. Je suis très heureuse d'être ici. Je dois d'abord préciser peut-être que je m'exprime à titre personnel. Je voudrais d'abord saluer en fait tant la démarche du livre que le résultat qui est à mon avis très réussi. Le titre Russie, un nouvel échiquier, à mon avis, est un peu trompeur, disons accrocheur peut-être, parce que en fait l'objet du livre il va bien au-delà d'une analyse géopolitique centrée sur le présent. Et je pense que l'ambition du livre, elle est bien plus profonde, vous me direz, Jean, si... l'idée, en fait, c'est d'élucider, si j'ai bien compris, certaines questions sur lesquelles tout spécialiste de la Russie bute de temps à autre: le rapport à l'Empire, la permanence de l'autocratie, la place de la violence politique dans l'histoire du pays, l'impossible aussi dépassement, enfin, en tout cas de mon point de vue, de schémas de pensée qui sont enracinés dans l'histoire. Et je trouve que voilà, ça donne des éléments de lecture et de compréhension pour réfléchir plus sur le long terme, en fait, et sur la longue durée. Au début du livre, vous verrez, si vous l'achetez après le séminaire, ce que je souhaite, vous verrez que le livre commence par une phrase de Gorbatchev qui dit: sur notre planète, comme sur un jeu d'échecs, les cases blanches de la prospérité jouxtent les cases noires du malheur. Et c'est vrai que le malheur subi et infligé, il n'a pas manqué en Russie. Il n'a jamais manqué. Il a été infligé à la population, mais il a aussi été infligé aux populations des pays alentours. Et je pense qu'on est dans ce cas de figure actuellement. Alors, la thèse du livre, Pierre en a dit un mot juste à l'instant, elle est exposée très clairement en introduction. Je cite: la conscience permanente du décalage entre l'immensité territoriale du pays, conquise de haute lutte au cours d'une histoire mouvementée, et ses capacités économiques, militaires et démographiques limitées, engendre un sentiment de vulnérabilité que seul un surcroît de puissance, d'habileté, voire d'agressivité peut atténuer. Je dois dire que j'adhère à cette thèse. Tout le monde n'y adhère pas, hein, mais j'adhère à cette thèse. Et je pense que le surinvestissement en fait, dans l'outil militaire qu'on observe particulièrement depuis une dizaine d'années, il ne résulte pas seulement d'une volonté d'expansion, même si cette volonté d'expansion elle a été permanente à travers l'histoire russe. Ce surinvestissement dans l'outil militaire, il résulte aussi de vulnérabilités structurelles et notamment de la faiblesse de l'État, des défis en fait qui sont ceux d'un État confronté en permanence à cette immensité du territoire, mais aussi à toute la complexité de la gestion d'une population qui est très diverse en fait. Et j'ajouterais peut-être un mot à ce sujet, c'est que cette quête de puissance, à mon avis, elle procède aussi d'une conception problématique de la sécurité, qui est en partie héritée de l'histoire, comme le montre bien le livre. La sécurité, une définition assez simple de la sécurité, c'est l'absence de menaces réelles et perçues. Une définition disons, minimale de la sécurité.
Et l'insécurité, elle naît souvent en fait d'une perception exagérée, déformée des menaces. Et je pense qu'avec dans le cas de la Russie, on est vraiment dans ce cas de figure, en fait. Hein. Les dirigeants russes actuels ont une perception déformée des menaces qui les entourent en raison de convictions notamment sur la place de la Russie, qui sont vraiment ancrées dans une histoire longue, ce que le livre montre bien. Et alors, j'aurais peut-être une appréciation différente de celle de Jean pour ce qui concerne ce rapport à la sécurité et à l'insécurité des élites russes. De mon point de vue, la Russie n'a pas été humiliée par les pays européens, parce que c'est un discours qu'on entend souvent à Moscou. Elle n'a certainement pas été humiliée par la France, comme certains se plaisent à le dire ces jours derniers. Bien au contraire, je pense. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que les élites politiques russes souffrent d'un fort complexe de déclassement. Et je pense que ce complexe de déclassement, il est lié à un certain nombre de convictions. Notamment, il y a bien sûr hein, le fait que l'effondrement de l'Union soviétique a été très mal vécu, ça c'est une évidence. Mais il y a aussi d'autres convictions qui sont, c'est à ça que je voulais en venir, plus problématiques. Par exemple, l'idée, et c'est une idée vraiment répandue à Moscou, l'idée que souvent les élites politiques russes sont convaincus de l'exceptionnalité de leur pays, de sa destinée à part. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment à travers toute l'histoire russe. Elles considèrent aussi, généralement, que l'égalité souveraine des États n'existe pas. Qu'en fait, il y a des États, des États que seuls comptent les grandes puissances et que ces grandes puissances doivent et peuvent imposer et défendre leur sphère d'influence. Vous voyez, ça, c'est des idées qui sont... voilà, c'est ces idées qui dominent, je dirais, le discours politique à Moscou. Vous avez aussi une idée très, très importante qui explique beaucoup, ce rapport en fait aux pays occidentaux, c'est l'idée que le sacrifice humain qui a été consenti par les soviétiques dans leur ensemble, pas seulement par les Russes, par les soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale, donne des droits, mais uniquement à la Russie, vous voyez, et ce jusqu'à aujourd'hui. Et c'est sur ce lot en fait d'idées préconçues que s'élaborent les actions actuelles des dirigeants russes. Et je crois que les incompréhensions avec les Européens, elles naissent de ces visions contradictoires en fait de ce qui doit fonder les relations internationales. Est-ce que c'est la force ou est-ce que c'est le droit? Est-ce que c'est l'égalité souveraine des États, c'est-à-dire tout État a les mêmes droits que son voisin, ou est-ce que c'est la loi du plus fort et l'idée que certains pays ont des droits supérieurs et peuvent imposer des sphères d'influence? Et là, on est vraiment au cœur du problème, à mon avis. Alors, pour ce qui est du contenu même du livre, en fait, le livre se divise en plusieurs chapitres et chacun des chapitres traite d'une question qui est, à mon avis, tout à fait cruciale pour comprendre le rapport des Russes à l'histoire et à l'espace, pour comprendre aussi le rapport des Russes à l'Empire et au pouvoir. Et c'est, à mon avis, une approche très complète et très utile en ce moment, en fait, que vous nous offrez là, Jean. Alors, le premier chapitre, il s'intitule « Une histoire violente et tragique ». Et il montre très bien que la Russie a subi de nombreuses invasions dévastatrices au cours de son histoire, qui expliquent au moins en partie la peur obsidionale si caractéristique de la culture stratégique russe contemporaine, c'est-à-dire la peur de l'encerclement, mais aussi, et ça c'est peut-être moins connu en France, le livre montre très bien que les dirigeants russes ont toujours été de grands conquérants et que la Russie n'a finalement jamais cessé de s'étendre. Le deuxième chapitre, toujours historique, explore le mode de gestion de l'Empire qui a prévalu à différentes époques et il met bien en exergue par quels moyens en fait, l'État a cherché à administrer un territoire si vaste et des populations si différentes.
Alors là, c'est très intéressant. Le chapitre est très intéressant, mais on peut regretter qu'à la fin du chapitre, en fait, tout ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale ne soit pas abordé. Ça, je le regrette. Et notamment, je pense au protocole secret du pacte Ribbentrop-Molotov, hein, qui va donner lieu à l'annexion de la Pologne orientale en septembre 1939, à la guerre d'hiver contre la Finlande à partir de la fin de l'année 1939, et puis à l'annexion des pays baltes en juin 1940, avec bien sûr à chaque fois leur cortège d'exécutions sommaires, de déportation des élites. Et pourquoi j'insiste sur tout ça? C'est parce que ce sont vraiment pour les pays baltes, pour la Pologne et pour la Finlande, des expériences tout à fait traumatisantes qui expliquent en grande partie l'aspiration des Baltes et des Polonais à chercher des garanties de sécurité auprès de l'OTAN dès qu'ils sont devenus indépendants au début des années 90, et qui, enfin, pour la Pologne un tout petit peu plus tôt, et puis qui explique aussi la décision d'Helsinki de renoncer ces jours derniers, hein, hier, enfin avant-hier, à son statut de neutralité et d'opter pour une adhésion à l'OTAN. Et si vous avez ouvert les journaux aujourd'hui, vous avez vu que le Parlement finlandais a voté à 95%. Donc, l'inquiétude suscitée par la guerre en Ukraine, elle est très forte dans ces pays. Et si elle est aussi forte, c'est parce qu'il y a le souvenir de cette guerre d'hiver et de l'attaque et des attaques. Parce que avant la Première Guerre mondiale, tous ces territoires appartenaient à l'Empire russe, hein. Donc voilà, voilà. Donc ça, je voulais insister là-dessus, peut-être, ça me semble important. Le troisième chapitre, maintenant, il s'intitule « La société contre l'État ». Point d'interrogation. Alors là, je dois avouer ma surprise, parce que moi, j'aurais opté pour la formule inverse. C'est-à-dire que j'aurais dit l'État contre la société. Parce que, et alors, ce chapitre montre très bien en fait la permanence du recours à la répression et à la déportation des populations, ainsi que le rôle dévolu à l'Église orthodoxe à travers l'histoire. Et il s'interroge aussi, et ça c'est très intéressant je trouve, sur les échecs en fait des tentatives libérales, des tentatives de réforme libérale en Russie, disons depuis 2 siècles, un peu plus. Et puis, le dernier chapitre, le chapitre 4 traite des difficultés à trouver un modèle économique performant. Et puis, le suivant, du rôle des siloviki, c'est-à-dire des structures de force, pour dire les choses un peu rapidement. Et le dernier chapitre, dont il a déjà été question, prolonge en fait le deuxième sur l'Empire, en revenant à la question de la nostalgie de l'Empire. Et il contient un développement sur justement la question de l'étranger proche et comment garder la mainmise sur l'étranger proche, hein, qui est une des problématiques du pouvoir russe depuis 30 ans, et puis un autre sur la guerre en Ukraine. Alors là, je dois dire qu'on a quand même quelques points de désaccord avec Jean, parce que, de mon point de vue, vous tendez à attribuer la responsabilité des conflits gelés aux actions des pays post-soviétiques. Et il me semble que vous minimisez le rôle perturbateur, déstabilisateur de la Russie. J'ai des exemples, je ne vais pas entrer dans le détail, on pourra y revenir dans la discussion. Mais voilà, le conflit dans le Donbass et le conflit en Transnistrie n'auraient pas perduré si longtemps si des militaires russes dûment mandatés n'avaient pas joué un rôle néfaste, hein, et si ces conflits n'avaient pas été entretenus sciemment par le pouvoir politique russe, avec dans l'idée, notamment ces dernières années, que le fait qu'il y ait des conflits sur ces territoires entravait la perspective d'adhésion à l'OTAN des pays de la Moldavie, de l'Ukraine et de la Géorgie. Donc, c'était aussi à dessein. Cela étant dit, tout cet ensemble, je trouve, forme un tout très complet
qui donne vraiment une excellente vue d'ensemble, en fait, une excellente introduction pour comprendre la Russie d'aujourd'hui. Alors, deux réflexions d'ensemble pour terminer. La première, je voulais dire que en fait, votre approche, elle m'inspire une réflexion sur l'enchevêtrement des temps historiques. Ça paraît un peu pompeux comme expression, mais je vais m'expliquer tout de suite. Vous disiez tout à l'heure que vous remarquez une grande continuité historique dans l'histoire, enfin dans le positionnement, disons, des autorités russes. Et moi, je me demande en fait s'il faut privilégier la longue durée, la très longue durée, ou s'il faut plutôt regarder l'histoire soviétique pour comprendre ce qui est en train de se passer. Et je crois, vous avez raison, à mon avis, vraiment raison d'insister sur le fait que la lecture historique, elle est primordiale pour comprendre en fait les représentations des dirigeants russes. Mais je ne suis pas sûre qu'il faille autant privilégier la longue durée, c'est-à-dire là, vraiment et ça fait aussi écho à ce qui a pu être dit dans l'article d'Henri Guénaud de ce week-end dans Le Figaro, hein, si vous l'avez lu, qui insiste, qui revient jusqu'au slavophiles. Moi, j'avoue que je suis un peu sceptique en fait sur ces explications-là. Évidemment qu'il y a un fond culturel commun et que tout ça se transmet de génération en génération, mais je pense que cette longue durée, en fait, elle ne suffit pas pour expliquer l'évolution du régime politique ni la radicalisation idéologique du moment présent. Et je pense qu'il faut plutôt revenir aux temps les plus sombres de la période soviétique et s'interroger en fait sur l'épuisement du système politique et sur l'absence de repentir pour les crimes du communisme. Parce que quand le président russe lance son armée dans une guerre d'agression contre l'Ukraine, au motif d'une supposée lutte contre le nazisme et d'un prétendu génocide des populations russophones, il affirme sa soif de conquête et de domination, ça c'est sûr, mais il reconnaît aussi d'une certaine manière son impuissance à garder ce pays dans le giron russe autrement que par la force. Et ça rappelle d'autres périodes. Quand ce même président appelle en personne, dans un discours public, je cite, à l'autopurification de la société russe, et qu'il appelle également dans ce même discours à se débarrasser, je cite, des traîtres à la nation, reviennent en mémoire les grandes purges, reviennent en mémoire la volonté des bolcheviks d'unifier la société par la violence. Quand l'un des conseillers en communication du Kremlin publie dans un média officiel un article dans lequel il explique, par le menu, hein, vraiment avec force détail, qu'il faudra subjuguer toute la population ukrainienne pendant au moins une génération pour venir à bout de son prétendu nazisme, que ce prétendu nazisme se niche également dans son aspiration à se rapprocher de l'Europe, là on se pince, on ne sait plus quoi penser en fait. Je veux dire, on est, voyez, quand le chef de la diplomatie russe, qui est un diplomate des plus expérimentés, je veux dire, il est ministre des Affaires étrangères depuis 2004, quand le chef de la diplomatie russe explique qu'il n'y a rien d'étonnant à ce que le président Zelensky soit nazi, car même Hitler avait, je cite, du sang juif, là on reste tout à fait médusé. Et quand les présentateurs vedettes parlent à tort et à travers tous les soirs, jour après jour, du nucléaire, et qu'ils s'amusent à préciser combien de minutes il faudrait pour qu'un missile nucléaire atteigne telle ou telle capitale européenne, on finit par se convaincre de la dangerosité du moment quand même. Et donc, de mon point de vue, on est vraiment bien au-delà en fait des enjeux de statut et de sécurité qui prévalait avant la guerre en Ukraine. On est aussi au-delà de l'irrédentisme. On est passé dans autre chose. Et j'ai parfois
l'impression en fait qu'on est revenu au discours fou qui était tenu par exemple par un Wyszynski pendant les grands procès de Moscou. Wyszynski, comme vous le savez, c'était ce procureur qui menait la charge contre les accusés et qui estimait que l'aveu, je cite encore, l'aveu était la reine des preuves. L'aveu était la reine des preuves à une époque où ces aveux étaient évidemment extorqués sous la torture. Donc, ma première question sera simple. En tant qu'ancien ambassadeur à Moscou, est-ce que vous aviez noté des indices qui laissaient présager un tel basculement? Est-ce que, en fait, vous avez vu venir cette montée aux extrêmes? Personnellement, je dois avouer que cette radicalité des actes avec la guerre en Ukraine et radicalité du discours, je viens d'y faire référence, personnellement, ça m'a sidérée. Ça m'a vraiment sidérée. Et donc, ma question toute simple, hein, c'est vraiment comment vous expliquez-vous ce passage à l'acte en Ukraine et cette surenchère verbale? Sachant que vous... Et attendez, j'ai encore un dernier point qui sera ma deuxième question. Pour ouvrir la discussion, je me suis aussi un petit peu astreinte à réfléchir à l'avenir des relations avec la Russie. Et je crois, et bon, c'est bien connu, hein, mais en lançant ces opérations en Ukraine, le Kremlin a commis au moins 4 erreurs d'appréciation majeures. D'abord, il a surestimé les capacités de son armée, il a sous-estimé gravement les capacités de l'armée ukrainienne, il a mal évalué la réaction des autorités et de la population ukrainienne, hein, qui ont fait corps, qui ont fait bloc et qui ont d'emblée opposé une résistance farouche. Et puis enfin, je crois que le Kremlin s'est aussi fourvoyé sur la réaction occidentale, en fait. Cette réaction occidentale, elle a été bien plus résolue et bien plus massive qu'en 2014, après l'annexion de la Crimée. Plusieurs paquets de sanctions qui étaient préparés depuis plusieurs mois à l'avance ont été adoptés. D'autres paquets de sanctions sont encore en préparation. Et vraiment, ça va mettre l'économie russe en péril. Alors, pas tout de suite, mais après l'été, ça va devenir de plus en plus difficile, en fait, vraiment très difficile. Et donc, en fin de compte, on peut considérer que le président Poutine a mis à mal la puissance et la stabilité de l'État, qui ont toujours été, pour vous citer, la boussole de son action. Ce qui est vrai, enfin, je veux dire, dans les années 2000, c'était vraiment le cas. Et ce qu'on observe aussi, c'est que dans cette crise, la cohésion européenne et transatlantique, elle a été très forte. Mais en même temps, on voit vraiment de plus en plus, en fait, hein, depuis quelques semaines, je dirais, des divergences de vues importantes apparaître, notamment sur l'état final recherché avec la Russie. Qu'est-ce qu'on veut avec la Russie? Enfin, quel type de relation on veut établir avec la Russie? Qu'est-ce qu'on cherche à obtenir aujourd'hui? Quelle définition on se donne de la victoire? Est-ce que l'arrêt des combats et le retrait des troupes d'Ukraine sont suffisants? Est-ce qu'il faut faire des concessions? Toutes ces questions, en fait, enfin, voilà, tout dirigeant est confronté à ces questions, en fait. Et les réponses, elles dépendent de nombreux facteurs. Elles dépendent bien sûr de la capacité de résistance de l'armée ukrainienne, mais elles dépendent aussi, et c'est là-dessus que je voudrais insister, de l'analyse que l'on fait de la nature du régime russe et de ses buts de guerre. Et là-dessus, eh bien, en fait, il n'y a pas vraiment d'unité européenne sur ces questions-là. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, en fonction des pays et en fonction des expériences historiques, il y a vraiment une appréciation différente, en fait, de ces questions, hein. Par exemple, la Pologne et les pays baltes, dont j'ai rappelé l'histoire
à grands traits tout à l'heure, était parmi les pays qui alertaient de longue date en fait, sur la dangerosité du régime russe et qui souhaitaient isoler la Russie et limiter la dépendance énergétique de l'Europe. Désormais, ils sont ouvertement favorables à un isolement complet de la Russie et à son affaiblissement, parce qu'ils partent du principe que sans changement réel à Moscou, les mêmes menaces ressurgiront dans 3 ou 5 ans, même si on arrive à mettre fin à la guerre en Ukraine aujourd'hui. Les États-Unis et la Grande-Bretagne livrent des armes pour des montants astronomiques, ça a été rappelé tout à l'heure, mais en même temps, elles excluent la possibilité d'un conflit direct avec la Russie. Mais cela dit, le risque est de plus en plus grand que les dirigeants russes décrètent tout d'un coup qu'il s'agit d'un cas de co-belligérance, en fait, que ces livraisons d'armes constituent une co-belligérance et que donc elles attaquent un pays membre de l'OTAN, ce qui activerait l'article 5. Et puis, en dernier lieu, vous avez les Français et les Allemands qui disent, eux, vouloir raison garder, hein, c'est un peu la posture. À Paris, on assume davantage qu'à Berlin la confrontation avec la Russie, mais en même temps, on explique qu'il faut ménager une porte de sortie honorable à la Russie. Et c'est un discours, à mon avis, qui est tout à fait inaudible à l'est de l'Europe. Et donc, dans ces conditions, je pense qu'il ne sera pas simple de maintenir la cohésion européenne. Et j'en viens à ma deuxième question, après un long développement, pardonnez-moi. Mais en fait, cette deuxième question, elle est quelque part d'une immense complexité. C'est le genre de problème qu'on ne peut poser qu'à un diplomate très, très expérimenté et très habile comme vous l'êtes. Quel doit être, à votre avis, l'état final recherché avec la Russie ? Qu'est-ce qu'on doit viser aujourd'hui avec la Russie et par quels moyens y parvenir sans sacrifier l'indépendance ukrainienne et l'unité européenne ? Voilà. Merci beaucoup. Alors, avant de donner la parole à Jean de l'INACI pour répondre à ces points, et je vous remercie pour ces développements, tant que sur le livre, que des réflexions justement d'ouverture qui vont nous permettre d'amener un débat, une réflexion, parce que c'est vraiment le but de ce soir. Je voudrais surtout donner la parole à Pascal Boniface pour avoir justement son point de vue, sur la place de la Russie précisément dans l'état actuel des relations internationales et son regard, son recul également sur la stratégie en cours. Merci. Je voulais tout d'abord féliciter Jean pour avoir écrit ce livre parce que effectivement, il y a quand même, c'est vraiment une façon de connaître rapidement l'histoire de la Russie, de se glisser dans les mentalités russes. Et on en parle beaucoup, mais la partie historique est souvent négligée. Et on parle beaucoup de l'actualité, pas tellement de l'histoire. Il y a aussi un chapitre économique qui est très fouillé, qui est bienvenu. Et je pense qu'en tant qu'enseignant, c'est vraiment un livre indispensable pour les étudiants. Donc déjà, bravo pour l'avoir écrit. On se voit souvent avec Jean, on travaille beaucoup ensemble et on discute souvent de la Russie et on a généralement des points de vue qui ne sont pas très éloignés l'un de l'autre, aussi bien d'ailleurs pour voir ce qui ne va pas que pour voir des fois les commentaires un petit peu excessifs qui peuvent être aussi faits sur la Russie. Je pense que vis-à-vis de cela, depuis des années, les médias français sont, je dirais, maladivement anti-russes, mais ceci n'est pas une raison pour trouver des excuses à Poutine et à la Russie. Ce n'est pas parce que les médias ne reflètent pas réellement la vérité du débat en Russie qu'il faut aller en sens inverse et trouver des excuses au comportement de Poutine. Et je trouve effectivement, et là je rejoins Jean dans ses conclusions, dans ce qu'il a dit, c'est que on était habitué à un certain comportement de la Russie que l'on pouvait comprendre. Et il y a deux façons de le voir. Il y a un jugement moral, politique et un jugement géostratégique. Sur le point de vue moral et politique, effectivement, on savait qu'il y avait un régime répressif, mais moins répressif que la Chine.
On ne pouvait pas mettre la Chine et la Russie sur le même plan en tant que régime répressif. Et que ce n'était pas un régime totalitaire comme on l'entendait certains, puisque les gens étaient libres d'aller et venir tant qu'ils ne remettaient pas en cause le pouvoir de Poutine. Il n'y avait pas vraiment un régime totalitaire. Et que là, et on savait également aussi que le régime pouvait être brutal et que Grozny, Alep étaient des cas documentés, qu'il y a eu déjà des crimes de guerre commis par l'armée russe avant 2022 et que donc les crimes de guerre commis à Boutcha ne sont pas les premiers commis par l'armée russe depuis que Poutine est au pouvoir. Ce qui a changé, c'est que jusqu'ici, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et je ne dirais pas Majoli, que ça lui plaise ou non, mais en tous les cas, que ça plaise ou non, Poutine avait réussi à restaurer un État et à restaurer la position de la Russie sur la scène internationale ou simplement le statut des Russes. Et je crois quand même que là aussi, la présentation qui est faite souvent d'un Boris Yeltsin qui aurait été démocrate est quand même largement falsifiée. Quand on donne l'assaut par l'armée à un parlement, ce n'est pas la démocratie. La corruption était quand même généralisée. Le PIB a diminué de moitié de 50% et le spectacle que donnait la Russie était quand même tout à fait déplorable. Donc, l'incompréhension entre une partie des médias occidentaux et la Russie est que les Russes ne sont pas devenus européens, ils sont restés russes et que Poutine n'a pas marché dans l'agenda des pays occidentaux, mais qu'il a fait son propre agenda. Un agenda qui était plutôt un rapprochement avec les Occidentaux. 2001, solidarité avec les États-Unis après le 11 septembre, ce qui sert un peu lui-même sa propre guerre en Tchétchénie. 2002, un accord avec l'OTAN. Et donc, dans un premier temps, il y a quand même un rapprochement. Mais une fois encore, si effectivement, il ne faut pas oublier l'époque stalinienne et le trauma que ça a pu créer dans les pays baltes, en Pologne, y compris en Finlande, il ne faut pas oublier le trauma qui a été pour les Russes les années 90. C'est-à-dire oui, mais ça, Poutine n'est pas responsable du trauma des Ukrainiens dans les années 90. Poutine n'est pas responsable si le PIB ukrainien par habitant n'a pas augmenté entre 91 et 2021. Pardonnez-moi, je ne vais pas vous interrompre. Il n'y a pas d'exceptionnalité russe au traumatisme des années 90. C'est tous les pays post-soviétiques qui ont connu cette période. Oui, mais là, on parle de la Russie. Donc, si Jean avait fait un livre sur le Kazakhstan, on aurait parlé du Kazakhstan. S'il avait fait un livre sur l'Ukraine, on aurait parlé de l'Ukraine. Mais en tous les cas, il y a quand même eu une perte de prestige, une perte de statut, une gabegie. Enfin, il y avait des pénuries avant, dans les années 80, mais c'était carrément la disette dans les années 90, avec un gâteau qui se réduit et qui est plus mal réparti, puisque les oligarques en prennent la plus grande part. Donc, on peut comprendre effectivement que du point de vue russe, les années 90, c'est quand on lit les mémoires de Alexander Orlov, c'était l'époque où Yeltsin voulait se débarrasser de Kozyrev, son ministre des Affaires étrangères. Clinton lui a dit non, je trouve très bien, il faut le garder. Et Yeltsin l'a gardé. Donc, c'était l'époque aussi où il y avait des instructions qui venaient de l'ambassade américaine au ministère russe des Affaires étrangères. Et c'est une époque que j'ai connue aussi, où tous les think tanks russes avaient disparu. Il n'y avait que des annexes, des grands think tanks américains qui faisaient le débat d'idées. Donc tout ceci a quand même créé un trauma relativement important et ceci ne légitime pas les crimes de Poutine, il explique la popularité de Poutine pour les Russes. Et en fait, Poutine était populaire en Russie pour exactement les mêmes raisons qu'il était hautement impopulaire dans le monde occidental. C'est parce qu'il s'était opposé aux Occidentaux. Mais même de son point de vue, eh bien, il a en quelque temps fait une erreur d'analyse monumentale qui a ruiné tout ce qu'il avait accumulé pendant des années au prix d'un régime dur, autoritaire, répressif. Et on peut dire que là, le statut de la Russie comme grande puissance est en cause et que de ce fait, le statut de Poutine comme leader historique de la Russie, sa place dans l'histoire est en cause parce qu'il a, en moins de 3 mois, dilapidé une grande partie du capital de restauration de l'autorité de l'État, de restauration de l'image de la Russie qu'il avait obtenu. Avant la guerre, la Russie est incontournable au Proche-Orient. On dit que Moscou est la Mecque
du Proche-Orient, puisqu'il est le seul à pouvoir parler aussi bien avec le Hezbollah et le Hamas qu'avec Israël, à parler avec l'Iran et l'Arabie saoudite, à parler avec le Qatar et les Émirats arabes unis. Il reprend pied en Afrique de façon très déplorable pour nous, mais il reprend pied en Afrique. Là, une fois encore, je fais un constat, je n'approuve pas, mais on voit qu'il reprend pied en Afrique, dont la Russie avait été absente, et qu'il est redevenu un pays avec lequel il faut compter. Et qu'il a quand même une image finalement d'efficacité, et il a plusieurs leitmotivs qui est, regardez, moi quand j'ai un allié, je le tiens jusqu'au bout, et il fait la différence entre Bachar el-Assad qu'il supporte jusqu'au bout et Kadhafi qui a été abandonné par les Français ou Moubarak abandonné par les Américains. Et c'est pour cela qu'il est populaire dans certains pays. Et donc, tout ça, c'est terminé pour un bout de temps parce qu'effectivement, la Russie devient un pays, non pas paria, parce que là encore, il ne faut pas confondre les pays qui ont condamné l'agression de la Russie et les pays qui ont pris des sanctions contre la Russie. Les pays qui ont condamné l'agression contre l'Ukraine, c'est à peu près tous les pays sauf 5. Les pays qui ont pris les sanctions contre la Russie, ce ne sont que les pays occidentaux. Mais le résultat, en tous les cas, auquel il est parvenu, c'est que, alors qu'il a envahi l'Ukraine pour empêcher l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN, la Finlande et la Suède, qui étaient neutres depuis 200 ans pour la seconde et depuis 75 ans pour, même un peu plus d'ailleurs, 77 ans pour la première, vont adhérer à l'OTAN. Et que quand on adhère à l'OTAN, c'est irréversible. Il n'y a pas de marche arrière. Quand on est dans l'OTAN, on est dans l'OTAN. Et donc, ça, c'est fini pour la Russie, pour l'ensemble de la vie. Que la Russie est durablement coupée de sa partie européenne, parce que tant que Poutine sera au pouvoir, il n'y aura pas de réconciliation, il n'y aura pas de changement des relations entre la Russie et l'Europe, le monde occidental, et que si elle garde des appuis dans le reste du monde, parce que le reste du monde pense que les Occidentaux ont eux-mêmes fait beaucoup de guerres d'agression et qu'ils n'ont pas de leçons à donner. C'est pour cela qu'ils sont d'accord pour qu'on ait l'agression, qu'ils ne sont pas d'accord pour prendre des sanctions, parce qu'ils pensent que ce sont toujours les Occidentaux qui prennent des sanctions contre les autres. Là, on interdit aux sportifs russes, enfin aux équipes nationales de participer. On n'a pas exclu l'équipe nationale américaine ou anglaise des différentes compétitions après la guerre d'Irak. Et les Jeux de 2012 ont été attribués à Londres 2 ans après la guerre d'Irak. La question de savoir, c'est est-ce qu'il y a un changement d'époque ou est-ce que simplement c'est toujours les Occidentaux qui prennent les décisions dans le monde sportif. Ceci étant, toutes les sanctions prises contre la Russie, toutes les sanctions prises contre la Russie aujourd'hui devront un peu être rappelées lorsque un pays va commettre une nouvelle agression, puisque il sera quand même, le deux poids deux mesures sera quand même un petit peu difficile à supporter ou à défendre si une nouvelle guerre se lance et qu'il n'y a pas l'agression. Et donc, je pense qu'il faut en être conscient. La Russie affaiblie, et je pense qu'aussi la plus grande partie de son affaiblissement, c'est la fuite des cerveaux, les gens qui ne peuvent pas supporter le régime. Le pays est quand même déjà, Poutine avait déclaré en 2017 que celui qui maîtrise l'intelligence artificielle dominera le monde. Il n'y a pas beaucoup de géants digitaux en Russie et il risque encore moins d'en avoir parce que tous ceux qui ont des spécialités là-dedans se disent qu'il n'est pas possible de vivre dans un régime néo-stalinien et qu'ils ont mieux à faire ailleurs et que donc ils vont quitter. Et donc la Russie va se priver de forces vives. En même temps, à l'avenir, il faudra voir si du côté occidental, les États-Unis vont pas être affaiblis par une remise en cause à terme du rôle du dollar, puisque de plus en plus de transactions vont se faire sans passer par le dollar. Ceci étant, donc, pour conclure et laisser la place au débat, je pense que cette guerre est bien sûr catastrophique pour l'Ukraine, mais que l'Ukraine pourra s'en relever assez vite puisqu'elle a acquis un statut de martyr qu'elle n'avait pas auparavant. Que les investisseurs se détournaient de l'Ukraine, qui était un pays le plus corrompu, une fois encore. Les dirigeants pro-occidentaux et pro-russes avaient une chose en commun, c'est qu'ils s'enrichissaient sans avoir aucun sens de l'État, aucun sens de la population, et que finalement, cette guerre empêche Zelensky de montrer jusqu'où il peut aller pour la lutte contre la corruption, puisqu'on peut craindre que la corruption continue pendant la guerre, et qu'il faudra faire attention à la façon dont le pays sera reconstruit lorsque la guerre aura pris fin,
et que les attributions d'aide aillent bien dans les bonnes poches, dans les bonnes destinations et pas ailleurs. On peut aussi s'inquiéter du flot d'armes qui circulent, etc. Donc l'Ukraine est bien sûr la première victime de la guerre parce que ce n'est pas elle qui l'a déclenchée. C'est de même que ce n'est pas la Belgique qui a attaqué l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est bien la Russie qui a attaqué l'Ukraine pour cette guerre. Mais la Russie aura plus de mal à s'en remettre que l'Ukraine parce que l'Ukraine a maintenant il y a une logique émotionnelle et l'Ukraine est un pays que chacun veut défendre, que chacun veut protéger, avec même des choses peut-être un petit peu irrationnelles, l'adhésion express à l'Union européenne, etc., qu'il faut peut-être regarder à deux voix. Donc on a une Ukraine dont il faudra voir, Zelensky dit qu'il se battra jusqu'à la victoire, mais il n'a pas défini sa victoire. Est-ce que c'est le retour au 24 février? Est-ce que c'est le retour à 2014? Ça, on ne le sait pas. On va avoir une Ukraine dont il faudra voir jusqu'où elle pourra recouvrer son intégrité territoriale. On a une Europe qui est divisée durablement et profondément. On revient un peu à l'état des relations qu'il y avait entre 47 et 53 entre la Russie, enfin entre l'URSS, la Russie désormais et les Occidentaux. Mais on a un monde qui regarde ça avec beaucoup moins, et notre problème à nous occidentaux, c'est qu'on a le sentiment que, comme on dit le bien et le droit, tout le monde est d'accord avec nous, mais il faudrait faire un peu plus attention à la façon dont notre appréciation occidentale sur le conflit russo-ukrainien n'est pas partagée par le reste du monde. Un grand merci Pascal pour cette présentation, et ça me permet d'ailleurs de rebondir sur un élément de l'ouvrage. C'était un commentaire ce qui a été écrit: à part l'Occident, la Russie s'efforce donc d'entretenir de bonnes relations avec tout le monde, ce qui était un élément qu'on peut ne pas avoir quand on est justement de notre point de vue d'occidentaux. Mais avant de passer à la question, je voudrais saisir les 2 points posés par Céline Maranger sur, alors première question, en tant qu'ancien ambassadeur à Moscou, Jean, est-ce que vous avez vu la montée aux extrêmes à cette période? Vous étiez de mémoire ambassadeur jusqu'en 2014, 2009-2014. Donc, est-ce qu'il y avait des éléments précurseurs que vous auriez pu identifier, qui auraient pu être identifiés? Et du coup, deuxième question, quel doit être, à votre avis, l'état final des relations avec la Russie, si j'ai bien restitué vos 2 questions? Alors, avant de répondre à ces questions, je voulais faire quelques commentaires sur ce qu'a dit Céline. Absence de lustration en Russie, c'est très clair. C'est très clair, et ça s'explique, ça ne s'excuse pas, mais c'est un élément majeur d'une espèce de continuité dans la prégnance et l'importance des services de sécurité, des Siloviki dans l'histoire russe, y compris d'ailleurs, contrairement à ce qu'on pense, dans la période de Yeltsin. C'était un peu mafiosé, mais c'était... Et pourquoi? Ça s'explique très, très simplement. C'est que dans la même famille, vous aviez un bourreau, une victime et, j'allais dire, je ne vais pas dire un lâche, mais quelqu'un qui a courbé les chines et qui s'est plié à l'autorité. Et donc, c'était très difficile à l'intérieur des mêmes familles de casser ça. Alors, les Allemands l'ont fait, mais ils l'ont fait parce qu'il y avait les Américains derrière. Mais les Russes seuls ne l'ont pas fait. Donc, il n'y a pas eu d'illustration, je suis entièrement d'accord. Et c'est un élément important de compréhension de la société actuelle. Deuxième élément, la question des conflits gelés. Lorsque les Américains donnent 5 milliards de dollars aux ONG de Maïdan, c'est le chiffre qui a été publié au Parlement américain, en fait, ils s'appuient sur un vrai mouvement social. C'est-à-dire qu'il y a une majorité de la jeunesse ukrainienne pro-occidentale qui souhaite se débarrasser de la tutelle, une tutelle russe étroite ou d'un gouvernement étroit. Mais évidemment, l'argent ou l'action des puissances étrangères encourage un mouvement social, mais il y a une base sociale. Dans les conflits gelés, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que dans le pouvoir impérial, qu'il soit russe ou soviétique, on a donné la prime aux russophones. Donc, c'est vrai, par exemple, en Moldavie, la classe dirigeante était russophone et les Roumains étaient considérés, enfin, les roumanophones de Moldavie étaient considérés un peu comme
les bouseux, si j'ose dire. Enfin, en tout cas, c'était la puissance agricole, etc. Et évidemment, après l'arrivée au pouvoir, après l'indépendance de la Moldavie, ben, d'un seul coup, la majorité, qui n'était pas russophone, a pris le pouvoir. Et ça a été un petit peu la même chose en Ukraine, et on peut trouver ce schéma un peu partout. Donc, encore une fois, les Russes sont intervenus, mais ils sont intervenus, ils ont tisonné un peu, alors de toute évidence, la crise en Ukraine. Hein. Je ne sais pas si la révolte du Donbass a été provoquée par les services secrets russes, il n'est pas exclu. Un colonel l'a reconnu, hein, je peux vous Oui. envoyer l'article. Et donc, ça, c'est possible, mais il y avait une base sociale. Dans tous les cas, il y a une base sociale. Vous n'inventez pas un mouvement de révolte, etc., sans qu'il y ait une base sociale. Ce que je dirais aussi, c'est que quand un empire s'effondre, il y a 100 ans de malheur. C'est comme une glace dans les contes de Perrault. Ça faisait 7 ans de malheur, mais pour Perrault, 7 ans, c'était l'éternité. Là, espérons que pour nous, ce ne soit pas l'éternité. L'Empire ottoman s'est écoulé et nous payons encore au Proche-Orient la disparition d'un système qui tenait les éléments hétérogènes ensemble sous une forte autorité. Et puis évidemment, une fois que l'autorité est partie, eh ben, les ajustements, ça prend longtemps, pour ne pas dire un siècle. L'Empire autrichien, exactement la même chose. L'effondrement de l'Empire autrichien a des sanctions qui a suscité des troubles, y compris maintenant dans les Balkans, et avec en plus l'effet Empire ottoman. Et l'Empire russe, on a cru un moment qu'il s'effondrait en douceur. Il s'effondre en douceur, c'est-à-dire on a reconnu les frontières issues de la colonisation, si je puis dire. Donc les frontières, il n'y avait pas eu trop de problèmes. Il y a eu une quinzaine de morts en Lituanie, et c'était encore sous Gorbatchev, donc il y a eu une guerre civile au Tadjikistan. Il y a eu quelques ajustements, mais ce n'était pas l'énorme massacre que beaucoup de politologues envisageaient. Et puis en fait, non. En fait, on voit que la disparition de l'Empire russe entraîne des tensions. On a parlé des questions des russophones, etc., mais entraîne des tensions terribles dont nous ne sommes pas sortis et malheureusement dont nous ne sortirons pas avant longtemps. Alors maintenant, je vais répondre aux questions de Céline. Sur la question des indices. Alors, moi, j'ai vécu à Moscou entre 2009 et 2012 une période de libéralisation réelle de la Russie. Et on pouvait s'imaginer que la règle du commerce, à savoir le doux commerce, hein, c'est-à-dire qu'en investissant, en échangeant, en voyageant, eh bien, nous rapprochions les deux systèmes. Et moi, j'y ai cru personnellement, beaucoup. Et à l'époque, on avait quand même beaucoup de raisons de le croire, parce que Medvedev était assez partisan d'un rapprochement avec le monde occidental. Il y avait le reset américain, la Russie est rentrée dans l'OMC, on a même réglé le problème de l'OMC avec la Géorgie à l'époque, la Géorgie s'est prêtée au jeu. Il y avait vraiment tout un ensemble qui permettait de croire à une normalisation des relations avec la Russie. Alors, en fait, moi je pense, et je crois d'ailleurs même mon homologue américain à l'époque le pensait, que Poutine n'avait pas exclu qu'un deuxième mandat de Medvedev, parce qu'en fait, il tenait la réalité du pouvoir, c'est-à-dire les siloviki, les structures de force, l'armée, les services secrets. Et donc, ça marchait, et il avait laissé, et ça j'en suis témoin, et je peux en témoigner, une vraie carte blanche à Medvedev sur cette politique de relative libéralisation du régime et de rapprochement avec l'Occident. J'en ai été témoin direct. Donc, qu'est-ce qui a fait que brusquement, il y a eu un durcissement du régime? Alors, il y a des choses qu'on sait, d'autres qu'on ne sait pas. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a eu probablement, pendant le mandat de Medvedev, une tentative des proches de Medvedev d'asseoir leur pouvoir au détriment des équipes proches de Poutine. Et donc, il y a eu une espèce de guerre feutrée qui s'est terminée très vite parce que Poutine tenait les ficelles, comme je vous l'ai dit. Mais déjà, ça a mis un peu le verre dans le fruit. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu la succession de la guerre en Syrie et de la guerre en Libye. La guerre en Syrie, encore, je pense que Poutine l'aurait accepté parce qu'il y avait deux analyses, puis il gagnait, donc il n'avait aucune raison Enfin, à l'époque, en tout cas, il n'était pas encore intervenu. Hein, nous sommes en 2012-2013, fin 2012. Et là, lui, son argument, c'était de dire, écoutez, moi, la meilleure façon de lutter contre les islamistes, c'est de renforcer les États existants.
Alors, je suis d'accord que l'État, je l'ai entendu dire d'ailleurs à l'époque à un président français, moi, je n'ai pas invité Bachar el-Assad à mon 14 juillet. Hein. Euh, moi, je soutiens l'État quel qu'il est, quel qu'il soit. Il est mauvais, il est méchant, il opprime son peuple, je suis d'accord, mais s'il tient la Syrie, eh bien, il tient la Syrie contre les islamistes et les extrémistes. Donc, nous ne sommes pas d'accord et nous ne comprenons pas, disait-il, que vous, Français et occidentaux, vous souteniez en fait des rebelles qui sont quasiment islamistes. Enfin, voilà l'argument. Mais ça faisait partie du débat en 2012 qui était acceptable pour les Russes. Je crois que la question libyenne a joué un rôle déterminant. Poutine a été en Libye en 2009, je crois, peu de temps avant, et il a signé pour 10 milliards de contrats. Il a noué une relation avec Kadhafi. Il espérait beaucoup de son implantation en Libye. C'était un régime autoritaire. Il faisait le même raisonnement que les Russes font tout le temps. D'ailleurs, on soutient le régime en place hein, parce que c'est rassurant. Voilà. Et donc, quand il y a eu la guerre de Libye et surtout la mort ignominieuse de Kadhafi, là, il y a eu un choc. Si vous rajoutez à ça, moi en 2012, j'ai vu des manifestations devant les fenêtres de l'ambassade sur la Yakimanka avec des drapeaux LGBT de toutes les couleurs, des drapeaux blancs et noirs, rouges et noirs, des anarcho-communistes, etc. Il y avait une atmosphère quand même différente à l'époque. Et ça a fini par lui faire peur, et notamment les manifestations qui ont suivi les élections législatives qui ont été truquées, comme elles le sont souvent, pour ne pas dire toujours, de 2011. Et donc, il y a eu des manifestations, et c'est là que je pense le président a pris peur, mais surtout, pas lui tout seul, parce que, encore une fois, Poutine, il joue sur un clavier, il est au centre de l'échiquier politique. Mais il y a le parti de la guerre, le parti autoritaire, le parti des Siloviki qui a pris la main. Et c'est à ce moment-là que ça a commencé. Et à peine arrivé au pouvoir, Poutine a commencé à prendre la loi sur les agents de l'étranger, qui permet de... Alors, ce n'était pas une loi répressive, si on peut dire, mais quand vous étiez catalogué agent de l'étranger, vous n'aviez que des ennuis. Hein. Vous ne pouviez pas vous faire financer, vous ne pouviez pas... dès qu'on citait votre nom, entre parenthèses, agent de l'étranger, ça fait bien dans un journal. Enfin bon. Donc, et puis en plus, agent de l'étranger, c'est une connotation très guerre froide, très stalinienne. Et puis alors depuis, bon, je vous passe les détails parce que maintenant, dans ce plus-là, maintenant la question, c'est de savoir s'il y a des commissaires politiques dans les entreprises pour savoir si les gens pensent bien. Donc effectivement, comme le dit Cécile, il y a une dérive vers un régime qu'on pourrait appeler néo-stalinien. Donc voilà. Alors, donc voilà la raison et la perception, je l'ai eue à partir de 2012, à partir de l'élection de Poutine et à partir de cette image absolument surréaliste, digne des grands congrès du Parti communiste, sur fond noir, porte lumineuse, et Poutine arrive à grands pas en tenant Medvedev par la main pratiquement, et Medvedev prend la parole le premier en disant voilà, on a bien réfléchi, le meilleur candidat, c'est Poutine et c'est pas moi. C'était un signe, quoi. Alors, je réponds à ta deuxième question, qui est l'état final recherché. L'état final recherché. Avant, je voulais dire un petit mot sur le mot humiliation. Moi, je n'ai pas mis le mot humiliation dans mon livre. Hein. Alors, je vais juste le... C'est le président qui l'a dit. Voilà. Alors, état final recherché, c'est simple. C'est le président de la République qui l'a dit. C'est-à-dire, il faut une nouvelle structure de sécurité en Europe. Les concessions qui peuvent être faites ou les compromis qui seront faits par l'Ukraine, ils devront être, en tout état de cause, acceptés par le peuple ukrainien. Donc, c'est d'ailleurs, Zelensky l'a dit, c'est à la fois extrêmement rassurant et extrêmement inquiétant. Parce que jusqu'à quel niveau, d'un côté comme de l'autre, on acceptera de faire les compromis nécessaires. Il y aura des compromis. Mais il est clair que les Russes n'accepteront pas une défaite en race campagne, d'où le danger nucléaire qu'évoquait Céline. Et il est clair que les Ukrainiens, dont le pays a été dévasté, détruit, démoli, qui ont perdu une partie de leur famille, etc., n'accepteront pas facilement, ne serait-ce que laisser la Crimée à la Russie. Donc on est dans une phase encore
de définition et d'acceptation d'une part comme de l'autre d'un état d'équilibre militaire. On n'en est pas arrivé là. Mais je dis d'acceptation, c'est-à-dire que les gens se disent bon, ben ça va, on va pas, les Russes diront on ne peut pas aller plus loin, et les Ukrainiens diront aussi. Malheureusement, il va y avoir de longs mois avant que cet état se définisse selon toute probabilité. Donc voilà, et à partir de là, on pourra construire un système. Le système qui est en train de se mettre en place n'est pas, c'est-à-dire en fait tout autant contre la Russie, c'est pas un système c'est pas une architecture de sécurité collective. Quand vous regardez la Baltique devient un lac OTAN. Bon, pour les Russes, c'est pas un élément de sécurité collective. Donc, il faudra trouver un système supérieur, un système de... le président a prononcé le mot confédération ou comité politique, etc. L'état final recherché, c'est un système qui intègre l'OTAN et intègre les intérêts stratégique de la Russie dans un système qui le domine. C'était l'intuition de François Mitterrand. Malheureusement, on a perdu cette grande bataille diplomatique. Ça s'est terminé par la conférence de Paris à l'époque, c'était la CSCE. Il y a eu la charte de Paris pour une nouvelle Europe, mais qui était un lot de consolation pour la France qui aurait souhaité cette grande organisation. Et bien maintenant, il faut y revenir. Merci. Écoutez, merci beaucoup. Je bondis là tout de suite pour en profiter pour faire circuler le micro pour prendre les questions de l'assistance. Et en attendant que le micro circule, je vais me saisir d'une des questions dans le fil de discussion. Première question, si l'Europe n'a certainement pas donc été humiliée, là, proprement parlé, est-ce qu'on ne peut pas quand même dire que l'Europe a fait une faute en considérant comme non entendable les demandes de garantie de sécurité de la Russie vis-à-vis du rapprochement de l'Ukraine avec l'OTAN et l'Europe ? Est-ce que tu souhaites rebondir ? Oui, est-ce que vous souhaitez rebondir ? Les périodes les plus dangereuses, et c'est actuellement celle que traverse la Finlande, c'est la période où on a dit qu'on rentrerait dans l'OTAN et on a dit qu'on va vous accepter à l'OTAN, et avant l'adhésion pleine et entière à l'OTAN. Puisque là, vous n'avez pas les garanties de l'article 5. Vous savez, cet article qui entraîne théoriquement une responsabilité collective automatique en cas d'agression. Mais en même temps, vous avez dit que vous passerez à l'OTAN. C'est exactement ce qui s'est passé pour l'Ukraine. L'Ukraine a signé le 12 juin 2020 un accord de partenariat spécial avec l'OTAN qui s'appelait Enhanced Opportunities, possibilités accrues. Et cet accord a permis une coopération accrue. Il n'y a que 6 pays qui ont bénéficié de ce partenariat particulier. Et donc, l'Ukraine avait entamé une coopération avec l'OTAN dont on voit d'ailleurs l'efficacité, puisque l'OTAN, c'est quelque chose de... ça marche. Et on le voit dans les performances actuelles de l'armée ukrainienne. Donc voilà. Alors, moi, je crois qu'on est effectivement entré dans une période un petit peu difficile. Dans la responsabilité de l'Europe, je ne dirais pas la responsabilité, je dirais malheureusement l'incapacité. C'est-à-dire qu'au moment des accords de Minsk, qui aurait été peut-être un moyen de désamorcer, puisque les Russes les avaient signés, où on était un commandataire, mais dans les accords de Minsk, il y avait un système qui permettait au Donbass de Lugansk et Donetsk, d'être dans les institutions ukrainiennes, mais tout en pesant dessus. Donc les Ukrainiens n'ont pas voulu. La France aurait pu, et l'Allemagne ensemble aurait pu imposer ces accords de Minsk. Malheureusement, elles ne l'ont pas pu. Donc c'est une des choses que la Russie reproche implicitement à la France et à l'Allemagne, c'est de ne pas avoir été capable de faire respecter les accords de Minsk. Et je pense que c'est aussi un des éléments de cette énorme bêtise qui a été le sanglant, qui a été l'invasion de l'Ukraine. Parfait, merci. On va prendre les questions de la salle, puisque ça me permettra de les adresser justement, notamment à Pascal Boniface, pour le faire intervenir. Ça marche, Allez-y, je vous en prie. Je peux ? Allez-y. Merci à tous les quatre, c'était passionnant. En fait, ce à quoi on assiste, c'est à un sans faute total.
sans faute dans l'erreur complète d'appréciation et de décision de la part de Poutine. L'OTAN sort de sa mort cérébrale et s'enrichit de nouveaux partenaires. L'Ukraine, la nation ukrainienne qui était vacillante et fragile, se structure puissamment. Comme Pascal Boniface l'a montré, la stratégie poutinienne au Moyen-Orient perd ses assises et ses finalités. L'économie russe se délite et en plus, à la face du monde, on découvre que son armée ne valait pas ce qu'on croyait qu'elle valait. Alors, comme auparavant, on a célébré pendant des années la lucidité stratégique et le jeu subtil et intelligent que Poutine mena sur l'ensemble de la planète, comment expliquer ce virage total? Pourquoi, à partir du mois de février dernier, on arrive à ce processus et à ces décisions dont on ne voit vraiment pas en quoi ils comportent une once de rationalité et de finalité acceptable? Pascal, est-ce que tu souhaites réagir? Est-ce que tu souhaites réagir à la question? Ouais. C'est un grand mystère, effectivement, sur lequel tout le monde se casse un peu les dents, parce que le 23 février, 99% des gens pensaient que Poutine ne se lancerait pas dans la guerre, dans la mesure où ça ne correspondait pas à son intérêt. Et en fait, je ne sais plus qui a dit un jour en plaisantant, ce n'est pas nous qui nous sommes trompés, c'est Poutine, puisque pour ceux qui pensaient qu'il n'y aurait pas la guerre. Alors, les explications, elles sont multiples, parce qu'elles sont toujours multifactorielles. L'usure du pouvoir fait que tu écoutes de moins en moins des avis contraires, il y a une belle confirmation. Je pense que l'isolement dû au Covid a dû jouer, et puis c'est simplement une erreur d'appréciation. Il a pensé qu'il y avait une fenêtre d'opportunité qui allait se refermer, et donc c'est une erreur, un manque de calcul, mais effectivement, là, c'est une chute lourde. Et comment quelqu'un qui, d'un point de vue cynique, avait bien mené sa barque jusqu'ici, a pu tout gâcher alors que le résultat, mais dès le départ, parce qu'en fait, dès le départ, comment pouvait-il penser contrôler l'Ukraine avec 200 000 hommes, un pays de 40 millions d'habitants? Même ça, dès le départ, c'est mal pensé. Il y avait, je ne sais plus combien il y avait d'habitants en Tchécoslovaquie en 68, mais il y avait 500 000 soldats soviétiques pour contrôler des gens qui n'étaient pas armés. Donc, dès le départ, c'était mal perçu. Donc, effectivement, je pense que l'hubris, l'excès de confiance a joué. C'est que à force d'être bon parce qu'on ne s'est pas trompé, on commet l'erreur qui vient tout remettre en cause, qui fait tapis. Au forum de Val-d'Agde, chaque année, Poutine disait « Regardez dans quel état était le pays quand j'en ai pris les rênes, regardez dans quel état il est aujourd'hui. » On va revenir à une situation qui ne sera pas terrible, quoi. Et je vais rajouter une toute petite chose, je suis bien sûr tout à fait d'accord avec ça, mais il y a sur la question ukrainienne un élément profondément émotionnel dans la classe dirigeante russe, et d'ailleurs dans la classe dirigeante ukrainienne aussi en sens inverse. Vous avez un tiers des Russes qui ont... Ah pardon. Vous avez... Donc je parlais d'un élément émotionnel qui fait que l'attitude n'est pas totalement rationnelle. Vous avez un tiers des Russes qui ont une relation, un parent, un cousin, un frère ukrainien, et l'inverse est sans doute vrai. Et quand les entretiens que nous avons pu avoir avec Poutine, dès que vous parlez de l'Ukraine, alors parfaitement rationnel, organisé, connaissant ses dossiers et tout, et dès qu'on parle de l'Ukraine, brusquement, les mains se crispent sur le fauteuil. Alors moi, je n'ai pas eu ça, mais c'est mon successeur qui m'a raconté ça. À ce moment-là, on rentre dans un autre schéma mental. L'Ukraine, c'est plus complètement rationnel compte tenu de l'histoire. Alors c'est pour ça que je vous dis, lisez ça. Merci. Céline Arget, est-ce que vous partagez justement ces différents points? Tout à fait. Je pense que la décision en fait d'envahir l'Ukraine, elle a surpris, y compris les experts russes les plus patentés et les mieux informés, hein. Parce que je crois qu'en fait, ils étaient conscients des conséquences et des enjeux. Et ils pensaient que finalement la raison l'emporterait. Mais là, c'est plus la volonté de conquête et de domination qui l'a emporté. Donc, on peut revenir à l'histoire longue. Je pense que moi j'insisterais plutôt sur en fait la désinformation dont il a été lui-même l'objet par ses propres services de sécurité. Ça, c'est documenté.
c'est un peu le problème de tout régime autocratique, c'est-à-dire qu'à partir d'un moment, plus personne n'ose contredire le dirigeant et il s'expose lui-même à des risques en fait, en ne cultivant plus la contradiction. Aujourd'hui, les dirigeants du 5e service du FSB, qui étaient chargés du travail de SAP en Ukraine et du travail de renseignement, enfin des actions de renseignement, ils sont en prison. Et il y a d'autres purges qui se préparent. Enfin, c'est des choses qui sont, voilà, que les gens qui travaillent sur la Russie connaissent assez bien désormais. Et puis, je pense qu'il y a un autre élément à prendre en considération, c'est que les gens qui entourent Vladimir Poutine, que ce soit Patrouchev, Bortnikov, Shoigu, sont des personnes issues des services de renseignement, et y compris Shoigu, le ministre de la Défense, n'a pas de formation militaire. En fait, il est général d'armée, mais il n'a aucune formation militaire. Enfin, je veux dire, il a si vous voulez, le titre, mais pas la formation. Et donc, peut-être que voilà, le défaut de planification est peut-être lié aussi à ce paramètre-là. Merci beaucoup. On va prendre une autre question. Bonjour. Déjà, merci beaucoup pour cette conférence. Je travaille actuellement sur un second mémoire de recherche dédié à la Russie et plus spécifiquement aux années 2014-2015. Et je voulais vous poser la question de savoir s'il n'y avait pas une stratégie d'intimidation de la part de la Russie pour faire peur aux Occidentaux et donc qui masquerait certaines faiblesses de sa part. Oui, oui, bien sûr. Vous parlez d'autant plus fort que votre bâton est petit, hein, alors que les Américains parlent doucement avec un gros bâton. Donc, en tout cas, c'est la règle qu'ils s'étaient imposée jusque-là. Oui, il y a une intimidation et oui, la Russie est faible. On le voit. C'est pour ça, tout à l'heure, on se disait entre nous, la Finlande n'aurait jamais osé rentrer dans l'OTAN au moment de la puissance de la Russie. Si elle le fait, c'est que la puissance est faible et qu'elle n'a pas les moyens d'attaquer la Finlande. Dans la réalité, c'est l'inverse de ce qu'on dit. Ça fait longtemps que la Finlande aurait souhaité rentrer dans l'OTAN, mais elle n'osait pas. Maintenant, elle ose. Donc, effectivement, toutes ces mesures nucléaires, toutes ces menaces nucléaires, mais il faut faire très attention parce que quand vous regardez la doctrine militaire russe, il y a une ambiguïté sur le fait de savoir si l'Ukraine a un intérêt essentiel ou vital de la Russie, existentiel selon le mot, et vous avez d'autre part dans la doctrine militaire russe un concept un peu bizarre qui s'appelle l'escalade pour la désescalade, qui est en fait une justification de l'utilisation de l'arme nucléaire tactique. En général, ça fait quand même plus de 20 kilotonnes, c'est-à-dire à peu près Hiroshima, sur le champ de bataille. Alors, il y a des tas d'inconvénients, etc. Mais quand on a perdu la bataille, perdu la face, perdu politiquement, etc., on risque de faire n'importe quoi. Donc, j'ai tendance à penser qu'une Russie faible est en effet plus dangereuse qu'une Russie plus forte et plus sûre de soi, surtout, plus sûre de soi. Donc, l'ours blessé dans un coin, il est dangereux. Merci beaucoup. Allez-y. Oui, non, la question qui avait été posée, c'était l'état final recherché. Mais je me demande si la question qu'il aurait fallu poser, ce n'était pas l'état futur le plus probable. Par rapport à ça, ce n'est pas le compromis, c'est le cessez-le-feu. Et le cessez-le-feu, ça veut dire qu'en réalité, c'est un conflit non pas gelé, mais en permanence réinflammable, oui, qui nous écarte oui, complètement de l'hypothèse d'un accord de sécurité renégocié. C'est un bon point, oui, je suis assez... Là, je sais pas, enfin, on est loin d'un cessez-le-feu aujourd'hui en Ukraine. Hein. Je veux dire, les combats font rage. Hein, et ça, enfin, je pense qu'ils sont décidés à aller jusqu'au bout et à se battre jusqu'au bout. Les armes arrivent, donc on est loin de voir la fin de cette guerre. Hein. Mais il est vrai que les pays de la région, en fait, même en cas de pause opérative, même si les combats venaient à cesser, les pays de la région, l'Ukraine au premier chef, mais les autres pays de la région sont tellement inquiets qu'ils seraient, à mon avis, assez hostiles à l'idée de renouer des relations
de revenir disons, à la situation antérieure et de renouer le dialogue avec la Russie. En fait, on se prépare quand même des jours difficiles. Je pense qu'il va être très difficile de trouver un compromis. Tant l'inquiétude est grande. Et je pense pour la Finlande, certes, je pense que si les Finlandais aujourd'hui ont décidé à 95%, les parlementaires, de rejoindre l'OTAN, c'est peut-être parce qu'ils pensent que la Russie est faible, c'est surtout parce qu'ils pensent que la Russie est dangereuse pour eux. Alors moi je réponds aussi. Il y a 4 options qui sont d'ailleurs mises en avant par les Ukrainiens. Un accord de paix complet, peu probable. Un cessez-le-feu durable, consolidé, avec des garanties, éventuellement des forces de maintien de la paix, etc., etc., un peu moins improbable. La solution la plus probable, c'est un accord de paix précaire. Un accord de paix précaire, c'est-à-dire une ligne un peu de cessez-le-feu tel qu'on a eu dans le Donbass après 2014. Et là, ça veut dire un rideau de fer pendant très longtemps en Europe et 2 développements différents. Et bon, c'est un désastre pour la Russie, mais ça, on le savait déjà. L'Ukraine, en état de guerre, aura du mal à bénéficier du schéma qu'évoquait Pascal, c'est-à-dire beaucoup d'aide internationale et un redémarrage dans un tel contexte. Et puis, il y a l'option victoire ukrainienne, mais là, elle est aussi improbable, complète, en tout cas, et lourde de catastrophes. Merci beaucoup, Jean. Alors, dernière question au premier rang, et puis on va passer au rang d'après quand même. Je vous en prie, allez-y. Bonjour monsieur, bonjour madame. Déjà, merci pour votre intervention qui était très intéressante. Ma question concerne l'aspect, on va dire, des ressources de ce conflit-là. On l'a tous vu, le conflit en Ukraine est un conflit des ressources. Et vous l'avez très bien noté, la Russie est un pays immense, mais en réalité assez petit. Économiquement, il a des difficultés à moderniser son arrière-pays, la Sibérie. Sa population est très concentrée dans une seule partie de son territoire et on voit que son économie nationale va, comme vous l'avez bien dit, grandement souffrir et des sanctions et de l'économie de guerre en général. La question que je me pose, c'est pour nous, Européens, qui avons mis toutes ces sanctions en place, n'est-ce pas, à certains aspects, une sorte de tragédie auquel on va faire face, parce que la Russie, qui est quand même, d'un point de vue des ressources, notre principal exportateur, ne risque pas de se faire coloniser par d'autres puissances, notamment la Chine, qui est quand même juste à côté de ces grands gisements, ces grandes ressources, et une cessation des relations économiques et diplomatiques. Est-ce que ce ne serait pas la fin d'une possibilité de moderniser ces territoires qui est pourtant pour nous, plus tard, je pense, un enjeu de survivance tout de même importante. Je me permets de compléter cette question par une qui est dans le fil de discussion et qui se rejoint bien. Est-ce qu'au final, cette guerre n'arrange pas la Chine, qui doit donner l'impression de faire le minimum, et les États-Unis, j'élargis un peu, qui arment l'Ukraine? Ça l'affaiblit une puissance comme la Russie, ça laisse le champ libre pour leur rivalité. Je me permets comme ça de combiner deux éléments ensemble. Je ne sais pas si l'un de vous souhaite démarrer. Tu oui, c'est vrai. Cette guerre est un désastre pour le continent européen ensemble. C'est-à-dire que la Russie est partie pour 10 ans, au moins, enfin, la fin, ce qu'on a dit, d'une période quand même relativement positive. L'Ukraine, surtout si la guerre ne se termine pas par un cessez-le-feu durable ou un accord, l'Ukraine aura énormément de mal à se relever parce qu'elle est dévastée, plus les morts, plus les familles, etc. L'Europe perd son arrière-pays, l'Union européenne perd un arrière-pays commercial, intellectuel, financier qui lui avait permis ces derniers temps un développement colossal. La France avait 40% du marché automobile russe. C'est descendu à 0 puisque Renault vient de vendre pour une bouchée de pain, même pas d'ailleurs, il a mis la clé sous la porte et est parti. Pour les banques, c'est la même chose. Pour l'Allemagne, semble-t-il, garde une partie de ses investissements discrètement, mais ça ne durera pas. Donc, en fait, c'est tout un espace économique intégré qui était positif, tant pour la Russie que pour l'Union européenne, qui est en train de s'effondrer. Et pendant ce temps-là, effectivement, les Chinois, ils attendent tranquillement
parce que la Russie n'aura d'autre choix que de se retourner vers l'Asie. Quant aux États-Unis, effectivement, ils ont une diplomatie très efficace. Leur premier objectif, c'était l'affaiblissement. Il y a une différence dans les priorités des uns et des autres. Elles ne sont pas incompatibles. Les Ukrainiens se battent pour leur vie et pour leur territoire, et ils ont toutes les caractéristiques de ce combat de haut mur. La priorité américaine, c'est d'affaiblir au maximum les Russes, les mettre à genoux pour que ça soit une partie négligeable dans leur conflit avec la Chine. Et les Européens, leur priorité, c'est de bâtir une structure de paix en Europe et de recommencer à renforcer l'Europe. C'est trois priorités légèrement différentes, mais finalement pas si proches que ça. Elles ne sont pas incompatibles, mais ce ne sont pas les mêmes. Et en tout cas, l'Europe, en tout cas la France et l'Allemagne sont parfaitement conscientes que la situation actuelle est préjudiciable à leurs intérêts. Merci beaucoup. On va prendre la question suivante. Il marche. Bonsoir, je suis étudiant ici même à l'IRISUP. Pour être tout à fait honnête, je n'ai pas lu votre livre, du moins pas encore, mais le débat, vos trois interventions, je vous remercie, étaient passionnantes. Il donne très envie de le lire. Les remarques et les questions de Madame Maranger en particulier, en creux, donnent encore plus, éveillent la curiosité pour se plonger dedans. Et à vrai dire, ma première question était la même que la première question de Madame Maranger. Je ne suis pas certain d'avoir tout à fait saisi la réponse, je vous avouerai, sur la continuité historique de cette invasion. Mais j'ai une seconde question. Voici, excusez-moi, je suis un petit peu pris. Dans un précédent livre, vous avez évoqué les valeurs françaises, occidentales, qui finalement jouent contre nous dans la diplomatie. Et je me demandais si on faisait une mise à jour de ces questions, enfin c'était la théorie, si on faisait une mise à jour de ces questions à l'aune de ce conflit, qu'est-ce qu'il en serait aujourd'hui, selon vous? Merci. C'est une bonne question. Bon, alors, oui, merci pour la question. Dans les valeurs, nous avons des valeurs et c'est un élément très positif pour la diplomatie française. Le problème, c'est que dans les trois quarts du monde, Chine, Inde, etc., on reproche à l'Occident, entre guillemets, de les avoir imposés par la force et de les avoir disqualifiés. Et donc je préconisais effectivement de revenir à une certaine modestie dans notre diplomatie, parce qu'à partir du moment où vous représentez le camp du bien, vous finissez par faire des bêtises. Alors, sur l'Ukraine, nous avons effectivement les valeurs occidentales, diplomatie, les droits de l'homme, etc. Et puis, démocratie, droits de l'homme, etc. Puis, du côté russe, il y a eu la tentative, j'en parle d'ailleurs, un peu artificielle, il faut dire, mais de créer des espèces de contre-valeurs traditionnelles russe, qui consiste à dire c'est la référence à l'histoire, la référence à la religion. C'est dans la Constitution, la réforme constitutionnelle qui est passée il y a 2 ans, était une réforme qui dit le mariage, c'est entre un homme et une femme. La religion, c'est l'orthodoxie. Il ne faut pas cracher sur l'histoire de la Russie et la victoire, etc. Donc, on a créé un corpus de valeurs traditionnelles qui correspond bien à la mentalité de la classe dirigeante russe actuelle, c'est clair, avec une pointe de cynisme, il faut le dire aussi, mais surtout qui, pour les Russes, a l'intérêt d'être beaucoup plus acceptable, puisque chacun a ses propres traditions, ses valeurs, par un ensemble de pays, notamment en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient, et donc d'appuyer une action diplomatique russe contre les intérêts occidentaux et français, notamment en Afrique, par exemple. Donc les valeurs sont instrumentalisées, en tout cas perçues comme instrumentalisées par les uns et par les autres. Une réaction, Céline? Oui, je voudrais, sur ce point, je partage ce que Jean vient de dire et je pense en fait que... On n'entend pas bien, pardon. C'est vrai que, si vous voulez, le discours sur l'état de droit ou sur les droits de l'homme qui est porté qui fait partie des valeurs fondatrices, je dirais, de l'Union européenne, c'est un discours qui a pu porter notamment en Ukraine, et c'était vraiment ce à quoi se référaient, je dirais, les manifestants de Maïdan, en tout cas dans leur majorité, en 2013-2014, au moment de la mobilisation.
Et c'est vrai que de l'autre côté, le contre-discours qui a été construit et vraiment qui s'est renforcé après ces événements, c'est un discours autour des valeurs traditionnelles, mais aussi, et ça c'est un peu plus nouveau à mon avis, des droits historiques. Les Russes font valoir des droits historiques. Par exemple, la victoire dans la Seconde Guerre mondiale leur donnerait certains droits, vous voyez, supérieurs. Et ça, c'est comme quelque chose, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, Jean, mais quelque chose de plus nouveau, vous voyez, que par rapport à la défense des valeurs traditionnelles. Et je pense que ces deux discours sur les valeurs traditionnelles et sur les droits historiques sont des discours qui portent dans le monde extra-européen ou extra-occidental et qui portent sans doute davantage, que ça nous plaise ou non, que la défense des droits de l'homme ou de l'état de droit. Et là, on est un peu en difficulté, je pense. Merci beaucoup. Nous allons prendre la question de Madame. Oui, bonsoir. Je me présente, je suis journaliste à Courrier International. Et alors, j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur une question un peu sensible. C'est pourquoi dans ce conflit, on n'a jamais pu accepter de l'expliquer au départ, c'est-à-dire je remonte à avant 2014 et 2014, comme une guerre civile dans un État indépendant. C'est-à-dire que ce qui s'est passé en 2014 aurait pu normalement, vu que la scène, donc les événements, le renversement de Yanukovych, et ce qui s'en est suivi, la révolution, l'Euromaïdan, il y avait des raisons, le refus de Yanukovych, du président, donc du moment de finalement ratifier les accords d'association avec l'Europe, etc. Finalement, ce qui se passait dans ce grand pays n'était pas dans l'Union européenne, mais qui est un pays européen indépendant depuis 25 ans, à ce moment-là, je ne me trompe pas si je calcule bien, n'a jamais pu être considéré en Europe occidentale, en tout cas, comme un conflit entre concitoyens ukrainiens, c'est-à-dire, comme, vu les proportions que ça a pris, comme une guerre civile. Merci beaucoup pour la question. Est-ce que vous souhaitez réagir? Je m'inscris en faux contre cette analyse. Oui, c'est pour ça que vous la posez certainement. Non, mais j'aimerais bien. Je m'inscris complètement en faux contre cette analyse. Comme l'a dit très bien tout à l'heure Jean de Glignasti, il y avait un substrat social à cette contestation dans le Donbass. Ce n'est pas pour dire qu'il y avait des divergences de vues très fortes et la société ukrainienne était certes divisée, mais je veux dire, la déstabilisation, l'annexion de la Crimée, puis la déstabilisation armée, enfin la déstabilisation militaire du Donbass, elle n'aurait pas eu lieu, en tout cas dans ces proportions-là, si des armes n'étaient pas arrivées de Russie et si des commandos, et ça c'est documenté, vous lisez Strelkov-Girkin, si vous lisez le russe, vous êtes au Courrier International, je peux vous envoyer l'article. L'annexion de la Crimée est une conséquence de l'éclatement de cette guerre civile. Non, l'annexion de la Crimée est une conséquence de la décision prise à Moscou en l'espace d'une nuit de prendre la péninsule pour s'assurer qu'il conserverait la base de Sébastopol et que, pour des raisons stratégiques et identitaires, je pense. Après, là, vous me parliez de guerre civile, donc je vous réponds sur la question de la guerre civile. Je ne pense pas qu'on puisse interpréter, en tout cas en 2014, le conflit dans le Donbass avec cette lecture-là. Je pense qu'il n'y aurait pas eu cette déstabilisation du Donbass dans ses proportions et ce conflit armé tel qu'on l'a connu depuis 8 ans, si des armes
et des commandos, et je dirais même plus que ça, à un moment donné, à l'été et à l'automne 2014, n'étaient pas arrivés de Russie, si des armes lourdes n'étaient pas arrivées de Russie. Donc, de ce point de vue, en fait, j'ai du mal à comprendre. Ça, c'est après, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, mais simplement, c'est que on va donner la parole à Jean de Dynastie pour répondre, et on passera, je suis navré, à une autre question. Je vous proposerai peut-être de poursuivre l'échange par la suite. Est-ce qu'on arrive au terme de notre Moi, je voulais échange dire simplement que c'est une question, j'allais dire, rétrospective, en fait, puisque après l'invasion, maintenant, il y a un peuple ukrainien. Le grand mérite pour l'Ukraine de l'invasion, c'est qu'elle a créé dans le sang une nation martyre, entre guillemets, et quand vous entendez tous les gens se plaindre dans un Russe parfait des exactions commises par les troupes russes, les maisons détruites, etc., c'est dans un Russe parfait. C'était des gens qui autrefois étaient opposés au pouvoir de Kiev et qui maintenant sont pour l'Ukraine. Donc en fait, Poutine, autre élément d'irrationalité dans cette invasion, a créé la nation ukrainienne. Elle est créée par l'invasion russe. Merci beaucoup. Une question, j'avais vu une main se lever dernier rang. Okay, on les voit mal là-bas. Oui, je peux y aller? Oui, allez-y, je vous en prie. On prendra 2 questions, monsieur et monsieur. Du coup. Oui, bonjour, Ben Kramer. Moi, je suis chercheur et je suis aussi enseignant. Et je voudrais revenir sur la question nucléaire. Et non pas pour parler tout simplement des risques d'armes nucléaires tactiques, mais revenir à un principe plus fondamental de toute la diplomatie du désarmement et qui a été ce deal assez étonnant, sur lequel peut-être il y a d'ailleurs des pays qui doivent le regretter, c'est à un moment donné, l'Ukraine est d'accord de céder au fond sa puissance, son arsenal nucléaire, qui était quand même le 3e du monde, et en échange d'avoir ses garanties. Dans les garanties, et là j'en viens à ma question, c'est tout le mystère du mémorandum de Budapest. Et moi je voudrais savoir, puisque vous êtes diplomate, comment se fait-il que les Français n'assument pas le fait qu'ils font partie de ceux qui sont garants du mémorandum de Budapest? Merci. Oui. Non, c'est une très bonne question et Céline pourrait y répondre. Moi, je vous dirais simplement une chose. À l'époque, l'Ukraine n'avait pas vraiment le choix. Et contrairement à ce qu'on pense, le fait d'avoir obtenu la garantie de ses frontières est un chef-d'œuvre diplomatique des Ukrainiens. Car les Américains, les Anglais, les Français sont arrivés plus tard, hein, n'oublions pas. Mais les Anglais, les Américains et les Russes ont dit « vous n'avez pas le choix ». Le Kazakhstan, il a rendu toutes ses armes nucléaires, il y en avait moins qu'en Ukraine, mais il y en avait quand même pas mal, sans moufter, comme on dit, hein. Pas dit un mot, il les a rendus, sans contrepartie. Les Ukrainiens, eux, ont négocié. Et ils ont négocié, ce n'est pas un hasard, la garantie des frontières. Donc, au premier chef sur la garantie des frontières, c'est l'Angleterre et l'Amérique. La France est arrivée après, bon, elle a souscrit, d'accord. Donc, en fait, normalement, les États-Unis, ils auraient dû garantir les frontières ukrainiennes, donc ils auraient dû mettre un soldat sur le territoire ukrainien. Ils ne l'ont pas fait, je ne vois pas pourquoi la France le ferait. Hein. Mais un commentaire en plus? Non. Monsieur, je vous en prie. Merci pour vos propos sur l'Ukraine et la Russie. Mais je pense que dans l'analyse que vous avez donnée, il y a quand même cette part, on va dire, vous avez mis selon moi, en tout cas en tant qu'étudiant en sciences politiques, est-ce qu'il ne faudrait pas prendre en compte la dimension conflictuelle en tant que telle, au sens où, si on va un peu dans les théories, Weber, Elias et Charles Tilly ont quand même théorisé que le fait que les États, dans leur construction, ont tendance à avoir recours à la guerre pour instaurer leur régime. Et du coup, est-ce qu'il ne faudrait pas penser, puisqu'aujourd'hui, nul véritablement ne s'y attendait, la Russie est vraiment implantée en Ukraine, est-ce qu'il ne faut pas penser l'invasion de l'Ukraine dans un autre cadre, tel que je l'ai formulé, en tout cas vous y répondrez, c'est que l'invasion de l'Ukraine, la Russie, après le nouvel échiquier. C'était ma question.
Je peux répondre ou... La Russie après le nouvel échiquier, c'est ça? Oui, effectivement. L'idée, c'est que dans vos propos, c'est déjà de retracer l'histoire de la Russie et de revoir les effets de la crise. Mais en tant qu'étudiant en sciences politiques, est-ce qu'il ne faudrait pas penser la guerre en elle-même et ses effets? D'où la question qu'on doit se poser, c'est l'invasion de l'Ukraine, la Russie, mais après l'échec, au lieu d'analyser l'après-invasion et la Russie comme un nouvel échec. Non, je peux simplement dire que c'est sûr que toute guerre, en fait, s'auto-alimente après. C'est ça que vous vouliez, c'est là-dessus que... Est-ce qu'il ne faudrait pas axer l'analyse sur la Russie, mais après, si aujourd'hui la Russie est déjà implantée, quand même, on le constate en Ukraine, est-ce qu'il ne faudrait pas penser la crise, mais à travers ses effets postérieurs? Là, présentement, pour être plus pratique. Il y a des gens dans les ministères qui s'essaient à la prospective, mais je pense que là, ce n'est pas notre rôle ce soir. Hein. Il faut voir aussi quel sera le point d'aboutissement de cette guerre. Là, il y aurait beaucoup de supputations, en fait. Ce serait difficile de fonder l'analyse sur des faits objectifs et je n'ai pas vraiment de réponse, en fait, pour tout vous dire à votre question. On va essayer de... Merci en tout cas. Merci encore une fois justement aussi pour votre question. Je voudrais conclure et laisser la parole à un dernier profil, un dernier invité, participant. Et où est le micro du coup? Alors, ok, on va faire le tour. Et comme ça, après, je me permettrai de clore cette conférence. Il y a encore beaucoup de questions. Je suis navré évidemment de ne pas avoir pu toutes les prendre. Le sujet est vaste, comme vient de me le souligner Jean. Les interventions étaient très riches, mais évidemment, je souhaite bien sûr libérer nos équipes qui nous ont vraiment très bien organisé cet événement. On vous écoute. Merci. Oui, bonjour. Merci pour ces propos. Est-ce que le problème de l'Europe dans son rapport vis-à-vis de la Russie, c'est qu'elle ne pense pas son rapport dans une logique d'indépendance? C'est-à-dire qu'une bonne partie des pays européens se voient comme un prolongement de la puissance américaine dans ce qu'ils appellent un bloc occidental. Et donc, j'avais entendu un général français qui s'appelle le général Desportes à l'école de guerre, et il disait qu'en fait, beaucoup d'Européens pensent dans leur tête, et ça c'est lié principalement au débarquement en 1944, que les États-Unis viendront toujours les protéger. Vous savez, comme un père qui viendra face aux dangers du monde. Et ce qu'il montrait, c'est qu'avec les changements démographiques et les mutations que l'Amérique est en train de connaître, ce rapport est en train de changer puisque les Européens WASP, les WASP qui sont à la base des Européens, sont en train de diminuer. Donc, et c'est ce que disait Védrine, une partie de l'Europe continue à croire que les États-Unis les protégeront tout le temps, mais c'est une idée qui, selon lui, est une illusion qui va s'accroître au fur et à mesure que... Donc la question, c'est en fait, est-ce qu'à long terme, il ne faut pas penser une nouvelle relation dans une politique plus large d'indépendance des États-Unis sur le plan militaire, économique, et réarrimer la Russie, qui a été en fait fracturée à l'Europe depuis la révolution russe, en fait. C'est une des principales causes de... Avant, il y avait quand même une unité géopolitique et civilisationnelle. Oui, la réponse à ça, c'est Trump. En fait, quand Trump a été élu, et quand il a dit l'article 5 de l'OTAN, finalement, je m'en fous un peu, pardonnez-moi, et en 4 ans, l'Europe de la défense a fait plus de progrès qu'en 30 ans précédemment. Et quand Biden quittera le pouvoir, si c'est Trump, on va refaire des progrès. Et à ce moment-là, il y aura une défense européenne et une politique étrangère européenne. Et à ce moment-là, sans le parapluie américain, l'Europe, pour des raisons purement pratiques, sera obligée de faire affaire avec la Russie. Merci beaucoup. Je serais moins optimiste. Hein. Bon. Écoutez, merci à vous tous pour vos questions. Merci pour votre participation, vos interventions, et puis au plaisir de vous retrouver pour d'autres conférences sur la géopolitique de la Russie et la géopolitique en général.